Ainsi, il présenta les Mérovingiens comme des rois n'ayant rien fait, n'ayant fait néant, c'est-à-dire sans acte remarquable, ce que les historiens du XIXe siècle traduisirent par fainéant et que l'image véhiculée, éraillée, par Réginald de Roy se déplaçant en char tiré par des bœufs n'arrangeant pas. Or, chez les Francs, peuple d'éleveurs, se présenter en char tiré par des bœufs est un signe de richesse et de pouvoir. De même, à une époque carolingienne où la mode est aux cheveux courts, présenter les Mérovingiens comme des rois ne se coupant pas les cheveux a également véhiculé cette idée de fainéantise. Or, là aussi, les cheveux longs sont, chez les peuples germaniques, un signe de pouvoir et lorsque Pépin le Bref dépose le dernier roi mérovingien, il prend bien soin de le tondre, plus pour lui retirer un dernier attribut de sa puissance quasi divine et montrer ainsi qu'il est incapable de régner que pour lui appliquer la pension monastique. Au IXe siècle, à une époque où toute cette mystique païenne du roi germanique est un peu oubliée, Éginard peut la retourner dans une entreprise de propagande qui a bien fonctionné puisque, encore aujourd'hui, on a une image peu glorieuse de ces rois. Les nécropoles mérovingiennes, les tombes mérovingiennes, étaient des sarcophages de plâtre, des cercueils en bois ou parfois des individus en pleine terre. Celles-ci contiennent usuellement de nombreux bijoux de verre, des armes, des restes de vêtements et diverses offrandes. Ce n'est qu'à l'époque carolingienne que les offrandes furent interdites par l'Église, en tant que pratique païenne. De façon générale, les études montrent que les gens étaient durant cette période en bonne santé et robustes, et n'avaient que rarement des carences alimentaires. On trouve très peu de tombes d'enfants. À cette époque, les enfants n'étaient baptisés qu'à l'âge de 3 ou 4 ans, lorsqu'on était certain que l'enfant était en bonne santé et allait vivre, car un baptême coûtait fort cher. Les enfants décédés, sans être baptisés, étaient donc enterrés en tant que non-chrétiens, hors de l'enclos sacré. Postérité des Mérovingiens, la dynastie des Mérovingiens s'éteint avec Childéric III et son fils Thierry. Les généalogistes ont longtemps cherché à retrouver des descendants ignorés mais aucune certitude n'a pu être mise à jour. Les prétentions des Carolingiens à descendre des Mérovingiens par une fille de Clotaire Ier sont reconnues comme fictives. Plusieurs pistes ont été néanmoins mises en avant par les historiens. Selon Christian Settipani, la meilleure probabilité concerne l'origine de Berthe, épouse de Pépin le Bref, dont la famille se transmettait les noms de Bertrade, Charibert et Thierry tous mérovingiens même si ce rattachement ne peut être démontré. Selon David H. Kelly, le roi Egbert de Wessex, 802-839, pourrait se rattacher à ces deux homonymes rois de Kent, Egbert Ier, 664-673, et Egbert II, 796-798, le premier ayant pour grand-mère et arrière-grand-mère de princesses mérovingiennes. Plusieurs princesses mérovingiennes ont une destinée qui nous est inconnue et certaines d'entre elles ont pu être mariées dans l'aristocratie et faire souche comme par ailleurs des bâtards royaux. On retrouverait là l'origine de certains saints que leur biographie présente comme d'origine royale ou de certains nobles dont les noms laissent conjecturer la même origine. On peut citer les cas de Lanthilde, la sœur de Clovis Ier, Rodelindie, épouse de la Gilolfine Crodoald. Saint Rupert, Robert de Salzbourg, probable Robertien et évêque de Worms, apôtre de la Bavière, Rogalie progénie Francorum, la femme de Saint Riol, évêque de Reims, fille d'Herway et d'une sœur de Saint-Nivard, prédécesseur de Riol à Reims. L'évêque Mérové de Poitiers, l'évêque Genebout de Laon, les évêques Arbogin et Cararic de Chartres, l'évêque Sunon de Cologne.